Bonjour à tous. Alors, je vais vous proposer de commencer. Navré pour ce petit retard. Nous avons eu quelques petites problématiques techniques. Alors, je vous propose aujourd'hui de discuter et de parler d'adoption. Alors, l'adoption, c'est peut-être un des sujets qu'on oublie très souvent dans une solution Data IA. Alors, on en entend de plus en plus parler, mais c'est vraiment un des éléments qui va finalement permettre le succès du projet IA et finalement qui va vous garantir l'ensemble des gains sur les solutions. Alors, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Nicolas Azin, je suis expert data IA chez IOD Solutions. IOD Solutions, qu'est-ce qu'on fait? On est finalement, le positionnement qu'on a, c'est que finalement on est le trait d'union entre la technologie data et IA et les problématiques utilisateurs et les problématiques métiers. Donc, qu'est-ce qu'on fait, par exemple? On peut aider à créer de la valeur à partir des données. Donc, par exemple, créer une feuille de route pour un métier ou pour une équipe data. On peut cadrer des projets, puisqu'on sait que la phase de cadrage, c'est une phase ô combien importante dans un projet data IA. Et bien sûr, on peut piloter aussi un projet on va dire dans sa globalité. Et justement, si on parle du pilotage, l'élément souvent qui est très important, comme je le disais en préambule, sur cet aspect de mesure de réussite d'un projet, c'est parler d'adoption. Alors je pense que si aujourd'hui vous êtes présent à ce salon Data IA, vous êtes tous convaincus que l'IA présente un très grand enjeu pour l'entreprise, et vous êtes aussi, je pense, d'accord pour dire que avec l'IA, finalement, l'IA a complètement changé finalement le monde de l'entreprise. Donc grâce à l'IA, on sait qu'on peut avoir de grands gains sur des problématiques métiers, on peut réduire le temps de traitement, etc. Mais un des risques qu'on a à noter quand même sur cette IA, c'est de se dire, si on change considérablement l'entreprise, c'est qu'on a finalement changé les habitudes de travail des utilisateurs finaux. Et si on prend par exemple l'exemple d'un conseiller bancaire, si pendant 20 ans il a travaillé d'une certaine manière, si vous lui changez complètement le processus, aujourd'hui son processus métier sur l'octroi de prêt, où vous allez lui rajouter une fonctionnalité qui utilise l'IA, vous allez finalement complètement changer ses habitudes. On va dire dans la meilleure des situations, ça peut créer une perte de productivité. Dans la pire des situations, ça peut lui ramener du stress. Et ça peut lui ramener aussi un grand mal-être, parce qu'on sait aussi que l'IA peut entraîner aussi des effets assez néfastes du point de vue humain. Donc, les challenges aujourd'hui autour de cette adoption, c'est finalement, il faut mettre en place une stratégie autour de la gestion du changement. Alors, c'est d'identifier tout au long de votre projet tous les leviers qui vont favoriser cette adoption. Et donc, c'est aussi un des éléments importants, c'est que finalement, à chacune de vos phases de vos projets, vous allez pouvoir identifier des leviers pour votre adoption future. Et l'idée et l'objectif quand même, c'est qu'à la fin, votre solution soit utilisée quotidiennement. Et c'est grâce à cette utilisation quotidienne et de l'amélioration du process que vous allez pouvoir maximiser votre ROI et avoir vraiment le retour d'investissement le maximal sur votre projet. Alors, maintenant, on peut se poser la question inverse. Quelles sont finalement toutes les raisons qui peuvent entraîner l'absence d'adoption de votre processus ou de votre solution data et IA? Donc j'ai essayé d'identifier, on va dire, 5 ou plutôt 4 piliers. Le premier élément, c'est le manque de confiance dans les résultats. Donc là, c'est du point de vue utilisateur final. Naturellement, on entend quotidiennement que l'IA, c'est une chose, un robot, etc. Donc il y a parfois un paradigme de expliquer concrètement qu'est-ce que c'est l'IA. Ça, c'est la première chose. Si on pense qu'on n'a pas confiance dans les résultats que ma solution que finalement apporter de la confiance sur nos prédictions, ça peut être un élément qui peut entraîner l'absence d'adoption. Le deuxième chose, c'est que votre solution ne réponde pas aux besoins métiers. Naturellement, si vous êtes dans un cas, par exemple, de churn, si votre besoin utilisateur, ça va être de prédire de manière la plus prédictive possible, donc le plus en amont possible, le phénomène de churn. Si votre modèle il est réactif, qu'il faut finalement attendre que la personne ait passé sa dernière commande pour être en mesure de prédire si c'est un churner ou pas, parfois c'est bien trop tard. Donc ça peut ne pas répondre aux besoins utilisateurs. Le troisième élément, c'est les mauvaises performances. Naturellement, alors là, on ne parle pas forcément que de performance d'algorithme au sens score technologique, mais ça peut être, par exemple, que votre modèle va prédire plus de faux positifs que
d'éléments qui sont voilà, potentiellement que vous cherchez à prédire. On peut donner par exemple l'exemple de nouveau du churn. Si sur le churn, vous avez votre modèle prédit plus de personnes qui ont ils sont prédits à risque, mais alors qu'en réalité, ils n'ont aucun risque de churn, ça peut entraîner aussi une défiance pour les personnes sales qui doivent rappeler les personnes à la fin. Et le dernier élément, ça c'est un élément finalement qui est global à beaucoup de solutions informatiques en tant que telles, c'est la complexité de la solution. Si votre solution n'est pas intégrée, ça peut clairement entraîner un fort impact sur l'adoption de la solution. Il faut que, et nous c'est la vision qu'on porte chez IO des solutions, c'est finalement que la partie modèle IA et data IA, c'est qu'une toute petite partie. Ce modèle data IA va s'insérer dans un processus, et il faut que ce processus soit le plus simple possible. Donc maintenant, si on essaie de résumer quels sont les éléments à mettre en œuvre pour maximiser l'adoption, il vous faut une solution dans laquelle vous ayez la plus grande confiance, qui répond aux besoins utilisateurs, qui a bien entendu les performances les plus élevées, et qui est la plus simple possible. Voilà. Ma présentation peut se terminer là. Si vous retenez ça, c'est parfait. Maintenant, on va essayer de voir finalement dans quelle partie de votre projet vous allez pouvoir travailler sur ces différents piliers. Parce qu'on se rend compte que le côté manque de confiance, donc expliquer qu'est-ce que c'est l'IA, vous pouvez par exemple le travailler sur un atelier ou une formation autour de l'acculturation. Le parti répond aux besoins utilisateurs, ça va être au moment du cadrage. Et donc en fait, vous allez vous rendre compte que tout au long de votre projet, vous allez pouvoir identifier quelles actions il faut mettre en place pour finalement sécuriser au maximum l'adoption de votre solution. Donc c'est ce que je mettais ici. Et je pense que le maître mot sur l'adoption, c'est l'anticipation. Si vous mettez en place une démarche d'adoption au moment où votre solution est déployée, vous ne risquez quand même d'avoir un petit moment de latence avant que votre stratégie d'adoption soit la plus efficace possible. L'adoption, on doit démarrer la stratégie d'accompagnement au changement dès le début finalement de votre projet, avec quelques petites activités qu'on va voir tout de suite dans la foulée. Alors on peut se poser la question aussi, des choses si vous voulez mettre en place une stratégie d'adoption, c'est de se dire, déjà, alors il y a des activités à mettre en place de formation, mais il y a aussi comment est-ce qu'on mesure l'adoption. Donc c'est définir bien en avant quelles vont être les métriques, quels vont être les KPI à suivre, et surtout, quels sont les objectifs à mettre en place pour dire que votre solution est adoptée. D'accord ? Bien entendu, les objectifs, on les fixe en amont et pas une fois qu'on a vu les utilisations par les utilisateurs finaux. Le deuxième élément, c'est comment est-ce qu'on va accompagner nos utilisateurs finaux. Ça va être finalement quel est le programme de formation qu'il faut mettre en place pour les accompagner. Ça aussi, vous avez diverses activités qui sont possibles. Ça va dépendre de différents facteurs. Ça va dépendre bien sûr du type d'utilisateurs finaux que vous allez devoir, voilà, qui est impacté par la solution, mais aussi du nombre. Vous imaginez que si vous déployez une solution dans une banque à destination par exemple, une solution à destination des conseillers clientèle et que vous avez plus de 80 000 conseillers clientèle, vous n'allez pas faire la même chose que si vous avez juste 100 personnes. Donc ça, c'est aussi un élément qui est important. Et l'idée aussi, pour directement, voilà, le levier le plus important, c'est que toute votre démarche projet doit être centrée sur l'utilisateur et doit être orientée au niveau de la création de valeur. Donc maintenant, si on essaye de regarder sur chacune des phases de votre projet, quelles peuvent être les activités que vous pouvez mettre en place au niveau de votre... quelles sont finalement les activités que vous pouvez mettre en place sur chacune des phases de projet pour maximiser l'adoption. On commence par le cadrage. Alors le cadrage, très souvent, c'est une phase, parfois en entreprise plutôt, qu'on a envie de passer très rapidement, d'attaquer les devs, et puis après on se rend compte que le besoin n'a pas été cadré, et on revient à cette phase de cadrage. Bon, idéalement, c'est bien sûr quelque chose qu'on ne veut pas voir, c'est vraiment le cadrage, c'est le plus important. Il faut être en mesure d'identifier le besoin utilisateur, ça c'est quelque chose de très important. Identifier aussi les freins et les craintes de vos utilisateurs finaux en amont de votre projet. Et ensuite, définir finalement, savoir d'un point de vue technique qu'est-ce qui est possible de faire comme fonctionnalité en fonction du besoin utilisateur et évaluer finalement aussi la complexité technique de toutes ces choses-là. En termes d'activité, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place ? La première chose, alors on pourrait même le voir d'un point de vue chronologique. La première chose pour identifier
les freins et les craintes de nos utilisateurs finaux, le meilleur moyen, c'est de faire un stage d'immersion d'une journée au sein des utilisateurs finaux, dans leur contexte opérationnel quotidien, et finalement d'identifier, de faire une journée d'observation, de voir comment est-ce qu'ils travaillent, de comprendre finalement aussi leur métier, le processus sur lequel l'IA va venir impacter, et aussi de récolter leurs craintes. Récolter les craintes pour pouvoir mieux les anticiper, bien sûr, par la suite. Ensuite, bien entendu, pour cadrer le projet et finalement élaborer une solution, la meilleure technique, c'est des solutions, des démarches de co-conception autour du design thinking, où finalement, vous allez mêler un panel d'utilisateurs avec des experts techniques pour essayer de co-construire la solution et surtout pour que les utilisateurs finaux puissent s'approprier la solution que vous allez ensuite créer. Et puis, n'hésitez pas, dès que vous avez des maquettes, de par exemple organiser des tests utilisateurs, même si c'est des maquettes papier ou des maquettes, des slides PowerPoint, de leur dire, ben voilà, pour qu'ils puissent s'imaginer tout le processus qui va être impacté et qu'ils vont avoir par la suite. Au niveau du développement, alors le développement, on entend toujours, c'est le nerf de la guerre des équipes techniques. Le paradigme, c'est que vous voyez sur l'image de droite, vous avez une partie qui est floue. L'objectif pour maximiser l'adoption, c'est que justement la zone de flou, elle soit la plus minime possible sur votre image. Il faut que vous donniez le plus de visibilité à vos équipes métiers sur l'avancée du projet. Alors, on ne vous parle pas d'expliquer tous vos codes, mais de montrer que le projet avance, que cette fonctionnalité a été développée, etc. Là, il n'y a pas beaucoup d'activités possibles. C'est un comité de pilotage projet que vous réunissez tous les mois, tous les 2 mois, et vous faites finalement le focus sur ce projet-là. Et encore, une fois que vous avez fini vos devs, bien entendu, vous pouvez organiser des tests utilisateurs, cette fois-ci plus sur des maquettes, mais sur votre espace de recettes, sur des choses qui peuvent manipuler et voir leur réaction. Et le dernier élément de votre projet, finalement, on a fait le cadrage, on a fait le développement, et maintenant on va passer au déploiement. Alors le déploiement, c'est bien sûr la partie en termes d'adoption qui est la plus risquée, puisque là, on va être confronté au retour terrain des utilisateurs finaux, donc l'ensemble des utilisateurs finalement finaux. On peut avoir des situations complexes, un grand nombre d'utilisateurs, beaucoup de sites géographiques. Donc, ce qui est plutôt recommandé, c'est de passer par une phase de pilote fonctionnel sur un petit panel d'utilisateurs, typiquement une dizaine de personnes. Et alors, pourquoi est-ce que c'est extrêmement prolifique de fonctionner de cette manière-là? C'est que tout simplement, vous allez suivre 10 personnes pendant un temps, on va parler après de ce temps plus tard, et vous allez récolter finalement leur feedback d'utilisation de la solution. Les premiers feedbacks, et puis si vous les suivez au fur et à mesure du temps, vous allez pouvoir affiner leur feedback et voir finalement si l'adoption est complètement vérifiée. Et puis ça va aussi vous permettre de mesurer quelles sont les activités que vous devez mettre en place pour justement accompagner ces utilisateurs. Ça, c'est aussi un point vous allez pouvoir finalement tester votre stratégie. Et l'idéal aussi, vous pouvez rédiger, via les retours qu'ils vous ont fait, un guide de bonnes pratiques et des choses de ce type-là. Et d'un point de vue plus projet, un peu moins adoption, on va dire, c'est que déjà pendant ce pilote-là, vous allez pouvoir mesurer les KPI d'utilisation de votre solution pour voir si les gains que vous estimez en début du projet sur la phase de pilote est vérifié et si finalement, si votre solution répond aux objectifs que vous étiez fixés en termes de gains et de KPI, bien sûr, à suivre. Alors, juste petite précision, c'est vraiment de se dire que cette première phase de pilote fonctionnel, c'est un peu comme une phase de conduite accompagnée. Vous allez être aux côtés des utilisateurs. Donc c'est pour ça que vous prenez un petit nombre d'utilisateurs, 10 personnes, c'est plutôt très bien. Vous les réunissez de manière complètement hebdomadaire et vous allez les suivre sur, par exemple, 4 semaines. Une erreur qui est très souvent commise, c'est de se dire qu'on va les suivre que pendant une semaine. Ils ont des retours, ils sont très contents, et après, on continue le déploiement. Sauf que très souvent, ce qu'on se rend compte en termes d'adoption, bien entendu, votre solution, le premier jour, elle fait waouh. L'effet waouh, il est toujours là. Vous allez réduire leur temps de travail, mais au bout d'un moment, ils vont utiliser quotidiennement la solution, et vous allez rendre compte qu'il y a peut-être des nouveaux freins qui vont apparaître. Un clic supplémentaire qui commence il va falloir peut-être changer l'interface et des choses comme ça. Donc c'est vraiment important que vraiment au moment du pilote fonctionnel, vous puissiez suivre vos utilisateurs quand même sur un temps assez conséquent. Important aussi d'avoir une hétérogénéité dans votre panel, puisque l'accompagnement, justement, il faut qu'il soit représentatif de vos utilisateurs. Si vous mettez que des personnes qui sont très à l'aise avec les nouvelles technologies, ce n'est peut-être pas le cas de l'entièreté de vos utilisateurs finaux.
Et le dernier élément, aussi une phrase à retenir à l'issue de la présentation, c'est que vos utilisateurs du panel lors de votre pilote fonctionnel deviendront les meilleurs ambassadeurs à la suite du déploiement. Typiquement, ces utilisateurs-là, plus tard, pourront être les ambassadeurs locaux référents finalement pour parler et pour faire l'adoption de votre solution auprès des autres collaborateurs qu'ils ont dans leurs équipes. Parfait, et donc après, l'étape qui suit, c'est continuer le déploiement. Une fois que vous avez fait votre pilote, vous continuez votre déploiement, et là, vous appliquez finalement la stratégie complète que vous avez définie lors de ce pilote. Les conclusions, les messages clés de la présentation. Rappelez-vous, on cherche une IA dans laquelle on a la plus grande confiance, qui répond aux besoins utilisateurs, qui est bien sûr performante et qui est simple. Voilà, ça c'est le maître mot quand vous devez déployer une solution data IA. Et aussi, ce qui est très important, c'est toujours d'anticiper la conduite du changement, d'avoir des ambassadeurs locaux et surtout ne négligez pas la phase de cadrage, puisque c'est quand même la phase la plus importante pour vraiment identifier la majorité des utilisateurs. La majorité, pardon, des besoins utilisateurs. Et si vous faites ça, normalement, vous allez avoir les feedbacks. Ça, c'est des feedbacks récoltés sur un projet justement dans le déploiement d'une solution dans une banque. Et les feedbacks sont expérience concluante et satisfaisante, effet waouh, et je ne peux plus m'en passer. Bon, si vous avez des feedbacks comme ça, je pense que l'adoption, elle est au moins sécurisée pendant un certain temps. Vous allez croire que c'est des faux feedbacks, mais c'est des vrais feedbacks que j'ai pris, et voilà, je ne les ai pas trafiqués, je le promets. Et n'oublions pas quand même, gardons à l'esprit que ce qui est très important, c'est le maintien de la performance de votre solution. Donc ça veut dire que justement, pour maintenir cette performance, très souvent, il faut organiser des cycles d'amélioration continue. L'amélioration continue, on aurait pu faire une présentation complète pour détailler ces processus-là, mais ça c'est très important. Et le dernier élément, c'est qu'il faut toujours suivre les métriques de l'adoption. Vous allez les suivre d'abord quotidiennement. Une fois qu'elle est déployée, finalement, ça peut être hebdomadairement. Et ensuite, ça peut être de manière trimestrielle et voir si vous avez une chute d'un coup. Ça peut peut-être nécessiter une amélioration continue par la suite. Voilà, merci beaucoup. Et je vous remercie dans ce cas-là. Merci beaucoup.